c'est rouge. Bonjour, je suis donc Bertrand Malvalette et j'enseigne au lycée Lamarck, mais je vais vous faire part d'une manifestation, d'une semaine en fait finalement de mobilisation qui existe maintenant depuis 8 années et il y aura la version 2020 d'ailleurs au lycée Pierre Mendès France de Péronne, donc une manifestation à laquelle j'ai participé depuis l'origine, c'est la raison pour laquelle je vais vous la livrer. Donc il s'agit finalement de vous montrer simplement un exemple concret d'une façon d'appréhender justement les discriminations contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, si vous voyez bien finalement le titre, hein, on l'a changé d'ailleurs au bout de quelques années, puisqu'on est passé de la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à la semaine du vivre ensemble avec les différences. Alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais finalement ça répond aussi à une réflexion que nous avons menée sur la façon dont on pouvait aussi utiliser cette semaine et comment on pouvait l'inscrire dans le temps et en faire quelque chose avec les classes. Et on se disait finalement que vivre ensemble avec ces différences était plus porteur peut-être que simplement appréhender les moyens de lutter contre les actes racistes et antisémites. Voilà, mais là encore, c'est plus. Je le livre parce qu'on reste maintenant avec cet intitulé que nous croyons peut-être plus fédérateur sur les actions qu'on peut mener en dehors de cette semaine avec les élèves donc, du lycée de Péronne. Alors, je fais finalement c'est un plan d'intervention, hein, je vous livre ça, mais il va y avoir grand chose finalement sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer en tout cas dans la diffusion des diapos. Simplement, on est parti évidemment comme le projet au départ était modeste. Hein, ce sont quelques profs simplement qui se sont mobilisés autour de ce qu'on appelait jadis en tout cas pour les lycées, les PrEP, donc les projets culturels. Donc il y a eu depuis l'origine en tout cas un noyau dur qui était composé entre autres d'un référent culture, enfin, le référent culturel de l'établissement. Je crois que c'est important d'ailleurs pour ceux qui seraient tentés peut-être après de mener ce type d'action, de toujours identifier le référent culturel. Enfin, je pense que tout le monde le connaît de toute façon parce que c'est un élément important à la fois pour fédérer et pour aussi, vous allez voir par la suite, hein, essayer de trouver aussi des moyens financiers nécessaires évidemment à la menée de telles actions. Donc là, c'était l'origine. On est aussi parti évidemment du projet d'établissement. Enfin, c'était aussi important. Donc le lycée de Péronne, il est caractérisé ou plutôt considéré comme un établissement rural dans lequel, ça je vous le montrais parce que c'est assez intéressant quand même, on voit que la majeure partie des élèves finalement sont issus de milieux modestes, assez, bon, je crois que c'est propre d'ailleurs assez largement au département de la Somme, mais vous pouvez voir aussi qu'il y a une spécificité aussi de Péronne. Alors c'est important parce que cette semaine que nous avons mise en place, elle dépasse le cadre véritablement d'un phénomène de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On en fait, si vous voulez, on lui confère une dimension culturelle. Les élèves sortent assez peu à l'extérieur, hein, il y a finalement une sorte de, pas de marginalisation, mais en tout cas, ils sont excentrés par rapport aux lieux culturels comme ceux qu'on peut trouver sur Amiens. Et donc, il s'agit depuis le départ, c'est-à-dire que cette semaine s'inscrit aussi dans une réflexion sur le long terme au lycée de Péronne, de faire entrer aussi la culture et de faire venir, donc, comme un peu maintenant les PEPS d'ailleurs dans les murs, de faire venir la culture aussi au sein de l'établissement. Et donc, on est parti finalement d'un axe important du projet d'établissement qui est celui finalement d'une ouverture culturelle. Et ça a permis évidemment d'avoir avec nous, en montant ce projet, l'équipe de direction. Parce que c'est ce que j'indique assez vite d'ailleurs, voilà, une équipe de volontaires soutenue par l'équipe de direction, nous sommes intimement persuadés que sans l'aide de la direction, on ne peut pas mener ce genre d'entreprise, à la fois pour l'inscrire dans le temps, l'inscrire évidemment dans les locaux, enfin dans le lieu même, parce que vous allez voir aussi qu'on utilise évidemment tout l'espace du lycée, et pour aussi évidemment faire en sorte l'inscrire aussi dans les mentalités. C'est-à-dire que finalement, il faut aussi convaincre une partie de la communauté éducative du bien fondé finalement de ce genre de semaine, ce qui est loin d'être évident, enfin, par rapport aux examens, par rapport à ce genre de choses. Et donc, pour être sûr au moins de ne pas lutter contre des réticences de collègues, le fait d'avoir l'appui d'équipe de direction, c'est forcément une opportunité finalement d'asseoir notre démarche et puis de faire en sorte finalement qu'elle puisse fonctionner sans justement ces réticences éventuelles de collègues que l'on pourrait trouver. Voilà. Donc on est parti évidemment du constat, je vous l'ai dit, de milieux socio-économiques plutôt défavorisés, et puis d'incivilité, mais qu'on retrouve, je crois, en tout établissement, hein, qu'ils soient ceux des écoles du primaire, du secondaire, enfin du collège ou des lycées. Ils sont importants, effectivement, ces actes d'incivilité au lycée de Péronne, mais je ne suis pas sûr, et d'ailleurs M. Froment l'a rappelé, que finalement il il n'y a pas une exception en tout cas pour Péronne que pour d'autres établissements. Ils sont nombreux, ils sont aussi liés, enfin, on tenait compte. Alors, par contre, on ne s'appuie pas sur des chiffres, hein, mais on avait l'impression que finalement le fait qu'il y ait autant de, je veux dire hein, sans un mot, le mot n'est pas galvaudé, mais autant de pauvreté, peut-être qu'il y avait des actes qui étaient liés aussi justement à ces origines sociales, ou en tout cas des formes de discrimination liées à l'origine sociale en tout cas.
Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est parti de ce constat et donc du profil un peu socio-économique des élèves qui sont au lycée de Péronne. Alors, ensuite, parce que ça c'est surtout qui est important, ce qui est important aussi dans ce fonctionnement, c'est qu'on a essayé de solliciter toute la communauté éducative. Et là, ce n'est pas un vain mot, vous le verrez plus tard, c'est-à-dire que non seulement l'équipe de direction est partie prenante, donc pour être plus concret d'ailleurs, on a créé une commission uniquement pour cette semaine du vivre ensemble, qui se réunit bien en amont, qui se réunit d'ailleurs très très régulièrement, et ça c'est important, et dans lesquelles finalement l'équipe de direction apparaît, soit par l'intermédiaire de l'adjoint, soit par l'intermédiaire d'ailleurs du chef d'établissement lui-même, mais comme ça il est au courant de tout. On y a associé aussi la vie scolaire, donc ça c'est extrêmement important. Finalement, on ne peut pas non plus essayer de bâtir ce type de semaine sans la vie scolaire. Et donc là, les CPE sont également présents, mais également le personnel Athos, qui est également présent parce que vous allez voir qu'il joue un rôle important, notamment finalement le chef cuisinier du lycée de Péronne, puisque les menus de la semaine sont conçus en fonction de la thématique qu'on met en place. Et donc il y a vraiment l'association. Je les ai oubliés, mais évidemment, je ne les ai pas cités avant, mais évidemment, des élèves volontaires font partie aussi de cette commission qui se réunit parce qu'eux, ils sont aussi également force de proposition et ils nous aident d'ailleurs d'une année sur l'autre à faire évoluer le contenu un peu de cette semaine contre les discriminations. Bref, en tout cas, l'assistante sociale est également présente dans le comité finalement de mise en place. D'abord parce que c'est elle qui est à l'origine du projet initialement, mais au-delà de ça, c'est parce qu'on travaille aussi évidemment avec l'assistante sociale et donc liée aussi à la vie scolaire pour toucher différemment peut-être les élèves. Donc il y a toute cette communauté éducative impliquée par ces réunions justement qui sont mises en place en amont, ces réunions elles sont mises en place évidemment pendant la semaine elle-même et puis il y a évidemment en aval, on se réunit encore pour faire le débriefing de ces actions et de penser les actions qui seront menées l'année suivante. Alors, pour se réunir, là aussi, l'équipe de direction est extrêmement importante parce que, évidemment, sans verser dans la réunionnite, il faut quand même qu'on puisse se voir pour coordonner. Et là, on obtient de la part de l'équipe de direction des moments quand même dans la semaine. C'est pas toujours en dehors de nos heures de cours, c'est pas toujours évident de se rencontrer, en particulier pour mobiliser les élèves. Nombre d'entre eux au lycée Pierre-Mendès France prennent le bus, par conséquent, ils ne peuvent pas rester le soir. Si on veut véritablement les intégrer dans une semaine de préparation, il faut des moments dans la journée où la commission peut se réunir. Et donc, ça sera la 9e édition, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais posé de problème. C'est-à-dire qu'on a, sans exagérer évidemment le nombre de réunions, mais à chaque fois qu'on a posé un temps pour pouvoir finalement monter et réfléchir sur ce qu'on pouvait mettre en place, ça a toujours été accepté. Donc c'est comme aussi une très très bonne chose. J'ai écrit une attente des élèves parce que ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'elle est vraiment inscrite maintenant dans la vie d'établissement et d'une année sur l'autre, les élèves nous demandent quand elle aura lieu cette semaine et quel en sera le contenu. C'est-à-dire que pour nous c'est un signe de réussite, forcément. Quand finalement c'est une démarche qui existe maintenant et qui est connue, même pour les entrants, d'ailleurs les élèves qui arrivent en seconde, soit du lycée professionnel, soit du lycée général, il y a cette connaissance finalement que la semaine existe à Péronne et je crois que c'est un des plus beaux signes finalement en tout cas de quelque chose qui a marqué les esprits et pour lesquels, alors, par contre l'impact évidemment il est plus difficile à mesurer, je vous en parlerai aussi, mais au moins en tout cas quelque chose qui est inscrit et dans la durée et dans l'espace si on prend en compte l'ensemble établissement évidemment comme je vous l'ai dit. Alors, le projet financé, ça c'est important, évidemment, parce qu'on ne peut pas imaginer de faire une semaine comme ça sans qu'il soit. Encore que, je vous montrerai aussi quelques pistes d'ailleurs d'intervenants possibles qui ne coûtent rien. Ça c'est extrêmement important quand on est dans l'éducation nationale, finalement, quand on peut gratter un peu de moyens et ne pas dépenser, évidemment, on est très très heureux. D'ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse intervient systématiquement. Enfin, ça, voilà, et eux ne demandent rien, donc c'est très très bien. Donc, avec d'ailleurs des dispositifs qui sont extrêmement nombreux et variés, et on le sait assez peu, donc je l'indique dès maintenant, mais on fait assez peu appel à la PJJ, et pourtant évidemment ils ont une connaissance, comme on vient de l'entendre, des phénomènes d'actes de racisme et d'antisémitisme qui sont importants, et même au-delà d'ailleurs sur la discrimination. Ils ont des expositions temporaires qui peuvent circuler, ils ont aussi un personnel qui se déplace, qui est formé et voilà, qui sait exactement comment aussi s'exprimer en phase de classe, parce que ça aussi après la difficulté de trouver des fois des intervenants qui puissent être pertinents auprès des élèves qu'on essaie de sensibiliser. Donc j'en reviens avec ce projet financé. Alors au départ c'était un cofinancement État-région, pas État, excusez-moi, plutôt région et établissement. Après la disparition des PrEP, c'est beaucoup plus difficile. Et là, puisque encore une fois l'équipe de direction est persuadée du bien fondé d'une telle semaine, c'est sur fonds propres, malheureusement en tout cas pour le lycée que ça fonctionne. Sauf l'année dernière, enfin je vous le dis parce que c'est un dispositif sur lequel je reviendrai, où il y a 2 ans plus tôt, parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté le lycée, le proviseur adjoint avait réussi à monter un dossier via la sous-préfecture
sous-préfecture. Et c'était intéressant à deux titres. D'abord parce que la somme était conséquente, véritablement. On avait, je crois, 4 000 € via la sous-préfecture pour mener cette semaine, bien plus qu'il nous en fallait d'ailleurs. Enfin, finalement, on a gardé l'argent. Et l'autre chose, c'est qu'on avait comme obligation, en tout cas, de filmer les ateliers que nous mettions en place. Alors, au début, ça nous a un peu gêné parce qu'évidemment, il fallait une autorisation des participants et des élèves qui étaient dans l'atelier. Mais l'intérêt, c'était sous-jacent, excusez-moi, pour obtenir les fonds, c'était que ces mêmes capsules vidéo soient ensuite utilisées tout au long de l'année avec les élèves et avec d'autres élèves aussi. Finalement, ça nous faisait un vivier de ressources pendant cette semaine, mais qui allait pouvoir être exploité tout au long de l'année. Et là aussi, je crois que c'est aussi une réflexion à mener, parce que si c'est trop ponctuel, on se demande aussi après quel type de retombées ça peut avoir. À partir du moment où on avait ces capsules vidéo, puisqu'elles nous ont été imposées, après il a fallu trouver quelqu'un qui puisse filmer d'ailleurs, et qui soit même plusieurs personnes, parce qu'évidemment les ateliers sont menés conjointement. On les a trouvés et on a pu exploiter effectivement après un certain nombre d'ateliers avec d'autres classes, avec d'autres élèves, avec d'autres enseignants pour le restant de l'année, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc finalement c'était une bonne chose. Alors malheureusement pour cette intervention aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé le nom du dispositif, mais si certains sont vraiment intéressés, je pense que ce ne serait pas très difficile de recontacter le professeur adjoint qui lui-même est parti, mais il me redonnerait finalement après, c'était la sous-préfecture de Péronne, je crois qu'en un contactant, ça peut être aussi une solution. Alors, donc je vous l'ai dit, la semaine est banalisée. Enfin, quand je dis banalisée, c'est-à-dire que finalement, là, c'est quelque chose que vous devez connaître et qui fonctionne assez bien. C'est pas possible, évidemment, surtout maintenant avec... Alors, je veux parler évidemment du lycée parce que je le connais mieux, avec les E3C, avec toute forme d'évaluation. Faire inscrire au début d'année une semaine de lutte contre les discriminations ou du vivre ensemble, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que vu les enjeux, évidemment, liés aux nouvelles épreuves de bac, entre autres, aussi à tous les dispositifs autres qui existent, banaliser toute une semaine, on ne peut plus y compter en tout cas en Péronne. Ce qu'on peut faire en tout cas, plutôt, c'est de banaliser des moments dans la semaine. Donc vous allez voir, tous les jours sont concernés, et des moments qui sont obligatoires pour les élèves et d'autres qui sont sous forme d'inscription libre, ce qui fait que les cours continuent d'avoir lieu, sauf évidemment pour un certain nombre de classes ciblées, soit en fonction du profil de la classe, soit en fonction des entrants, puisque tous les élèves de seconde, qu'ils soient du lycée professionnel ou du lycée, sont concernés par ces ateliers obligatoires. Mais donc la banalisation en tout cas de la semaine, elle n'est pas totale. C'est plus possible. Je ne crois pas en tout cas que ce le soit, évidemment, pour le fonctionnement de l'établissement. La date, ça c'est important aussi. Il y a eu 3 moments où on l'a fait cette semaine contre les discriminations, en tout cas du vivre ensemble. Ces dernières années, c'était plutôt autour du 9 décembre, puisque c'est la journée de la laïcité. Et le mois de décembre, ça nous paraissait intéressant parce que là, il y a moins d'évaluation. On est en fin d'année civile, donc il y a une certaine fatigue d'ailleurs qui se met en place. Il y a moins les enjeux ne sont pas les mêmes peut-être par rapport aussi aux exigences du bac. Et on se trouvait que c'était puisqu'on a adossé évidemment cette semaine justement à toute une réflexion sur la laïcité, on l'a fait à ce moment-là. C'est une possibilité. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. On l'a fait aussi en fin d'année. Fin d'année, il y a un côté plus ludique. Vous verrez aussi dans l'atelier qu'on met en place, il y a tout ce côté ludique qu'on n'oublie jamais, parce qu'à la fois c'est sérieux, mais on essaie aussi de mettre en place des ateliers qui soient simplement liés à une ouverture, une découverte d'autres cultures, sans pour autant en attendre plus que cette découverte d'autres cultures. Fin d'année, ça a aussi son intérêt. Les élèves sont peut-être, alors il y a l'exigence du bac évidemment, dans l'ancien bac avec les terminales, mais en général, c'est quand même les élèves sont un peu plus disponibles. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus dur de se servir de cette semaine pour monter des opérations dans la suite de l'année, puisque les grandes vacances, après évidemment, il y a des élèves qui partent et on n'a pas finalement une continuité aussi importante. On l'a fait aussi pendant la semaine, puisque M. Damblon l'a rappelé, de la lutte contre les discriminations, c'est celle du mois de mars. Mais le mois de mars, là, ça devient extrêmement difficile aussi, puisqu'on tombe sur aussi des évaluations, des fois du bac blanc, des E3C maintenant, et c'est beaucoup plus difficile. Donc on reste plutôt nous attacher au mois de décembre. Finalement, on a trouvé que c'était le moment le plus opportun. Mais tout ça, c'est évidemment discutable, comme je l'ai indiqué. Alors, les ateliers qu'on met en place, j'appelle ça atelier maison, c'est-à-dire que comme on associe essentiellement, beaucoup d'élèves, on leur demande d'intervenir finalement, alors ce sont soit des enseignants qui interviennent, soit des élèves qui interviennent, et puis on fait aussi appel à des intervenants. Là aussi, je vais tout de suite montrer finalement une semaine type, comme ça je vais vous présenter des associations, si vous voulez finalement prendre au moins leurs références, je vous dirai finalement si elles sont intéressantes ou pas dans ce qu'on montre. Alors je ne sais pas si vous voyez vous là, si plutôt pas mal, ouais. Alors, voilà, par exemple, si vous regardez le lundi matin, on a le Olympio. Alors, l'association Olympio, c'est à Paris, elle coûte relativement cher, sachez-le, donc c'est pas donné. L'intérêt finalement d'Olympio, c'est qu'ils font appel à des professionnels. Ce sont des acteurs professionnels qui interviennent. Et donc, l'interaction avec les élèves, elle est super bien faite, vraiment. C'est-à-dire que là, les élèves accrochent tout de suite. On a un dispositif, on a fait venir au moins, je crois qu'on continue d'ailleurs à les faire venir, je crois qu'ils continuent cette année. Mais Olympio, c'est vrai que c'est quasiment
le pôle financier le plus lourd pour nous, mais on est sûr de la réussite. Vraiment, vraiment, il y a un savoir-faire. Alors qu'ils interviennent sur différents thèmes. Là, vous voyez, c'est marqué préjugés parce que ce que je vous diffuse là, en gros, c'est ce qu'on montre aux élèves. Ils vont devoir s'inscrire dans les dispositifs quand ce sont des ateliers libres. Et donc, finalement, enfin, vous voyez par exemple ici, c'est écrit par contre 203. Là, c'est un atelier par contre qui est obligatoire pour une classe de seconde, avec une classe d'ailleurs de première aussi. Ce sont des élèves qu'on envoie systématiquement dans ce type d'atelier et eux doivent suivre justement l'atelier. Il y en a d'autres qui sont évidemment beaucoup plus, enfin qui sont libres d'accès entre guillemets. Donc je vous ai montré aussi, si je tourne pour moi, j'irai mieux, d'autres types d'ateliers qu'on met en place. Bon, ça c'est plus classique, des films, débats, alors qui peuvent être menés soit par les élèves, mais la plupart du temps sont les enseignants. Donc il y a le comité dont je vous parlais, qui se réunit avant la semaine, établit une liste de films potentiels, on les montre et on en discute. Par exemple, je crois que vous allez voir ici, non c'est sur l'après-midi, on avait choisi un film finalement qu'on n'a pas retenu, on avait peur finalement qu'il y ait une connotation politique trop forte. Je vais vous le montrer tout de suite parce que le titre m'échappe, oui c'est Chez nous. Chez nous, finalement, a été inscrit ici, et puis on n'a pas mis, c'est le chef d'établissement qui nous a demandé de le retirer, parce que je ne sais pas si vous connaissez le film, mais c'est autour du Rassemblement national, et on s'est demandé finalement si après ça va être facile, comme ce sont des élèves volontaires, de pouvoir en discuter. On a peut-être que l'établissement a eu un peu peur, ce qui est possible. En tout cas, on ne l'a pas maintenu, et ça fait aussi l'objet de discussions. Donc le choix de films qui vont faire naître un débat, finalement, tourne évidemment autour des discriminations, tourne autour de toutes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et puis ensuite, on garde les élèves et on anime le débat par rapport à cela. Vous voyez aussi le lundi matin, par exemple, je ne vais pas tout prendre, simplement là j'ai pris quelques exemples, l'atelier harcèlement, ça aussi celui-ci est intéressant cette année-là parce que c'est une élève qui a souhaité le mener justement. Alors elle était victime de harcèlement, donc elle en a fait part dans l'établissement. Ensuite elle nous a demandé justement si elle pouvait en parler aux élèves, on a trouvé ça très intéressant. Alors elle a été encadrée évidemment d'enseignants qui suivaient son intervention, mais c'est elle qui, avec une autre amie d'ailleurs de l'établissement qui s'est associée et qui était aussi victime de harcèlement. Donc l'atelier est à la fois, si vous voulez, une sorte de restitution de l'expérience, de ce qu'elles avaient vécu, et puis en même temps, donc, force de proposition aussi sur ce qui pouvait être mis en place dans l'établissement. Bon, j'ai laissé aussi M. Damblanc, parce que lui c'est pareil, il n'écoute rien, donc c'est très intéressant, il n'est pas forcément toujours disponible aussi, mais M. Damblanc qui intervient avec, nous évidemment on ne cesse de le remercier, avec à chaque fois spontanéité, il intervient dans l'établissement et il mène des conférences. Plusieurs types de conférences aussi, il nous laisse l'opportunité, soit on choisit des cibles, des classes ciblées, et dans ce cas ce sont les enseignants qui accompagnent évidemment et qui suivent la conférence, soit ce sont des conférences ouvertes aussi et des élèves volontaires qui puissent suivre un temps sur la laïcité. Voilà. Il y a, alors je passe encore, j'ai quelques exemples d'autres à vous montrer, et si vous voulez après que je revienne sur un type d'association que vous allez voir donc diffusé, je pourrais évidemment vous les présenter. On a aussi un atelier qui marche très bien, qui marchait très bien en tout cas, qui s'appelle Libre Penseur, Libre Lecteur. C'est un atelier qui a été conçu par la professeure documentaliste, et là c'est intéressant, ça se passe au CDI, ce sont des élèves aussi volontaires, on leur dit avant, et ils peuvent venir avec leurs textes, avec leurs chansons aussi, donc ce sont les textes qu'ils ont choisis, ou alors qu'on leur propose des textes qui évidemment ont trait à toutes les formes de discrimination, et on leur laisse un temps de lecture s'ils le souhaitent, donc on n'en prend jamais beaucoup, entre 15 et 20 pas plus, et déjà 20 c'est beaucoup, donc il y a un temps très calme de lecture, et l'élève qui le souhaite, c'est vraiment sur base de volontariat, lit son texte, soit qu'il a ramené, soit qu'il a choisi parce qu'on a laissé ce temps de recherche, et après on lui demande d'expliquer pourquoi il l'a choisi, et donc c'est l'occasion évidemment de débattre aussi des formes de discrimination. Donc ça, c'est aussi un atelier qui fonctionne bien. Vous voyez, comme association, on a aussi demandé à France Terre d'Asile d'intervenir. Là, c'est pareil, ce qui est bien, si mes souvenirs sont justes, c'est que c'est également gratuit. Je parle beaucoup d'argent, je suis navré, mais évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre si on veut tenir une semaine comme celle-ci. Voilà, donc peut-être... Dans notre page, si vous regardez finalement tout ce qui est en haut, c'est marqué Australie, Italie, Mali, Afghanistan, États-Unis. Ça, ce sont les menus de la cantine. Je vous le disais, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que finalement, les élèves qu'on sollicite, ils vont préparer des affiches. C'est eux aussi d'ailleurs qui vont dans les classes pour annoncer le programme. J'ai oublié de vous le dire ça. Ce sont 2 classes de lycée professionnel qui finalement sont préparées avant avec les enseignants qui finalement vont dans les classes pour présenter tout le programme et pour récupérer les inscriptions.
Donc en fait, la gestion de cette semaine est faite par des élèves, par des classes. C'est lié à leur programme, de toute façon, mais c'est également ces élèves-là qui vont donc après décorer la cantine. Et je vous l'ai dit, la cuisine est partie prenante finalement de ce dispositif, puisque vous voyez, chaque jour, il y a, alors ça dépend des années, il y a des menus qui sont conçus en tenant compte d'un pays, et donc on est vraiment dans une forme de découverte culturelle, en l'occurrence ici culinaire. Alors si vous voyez le jeudi, c'est juste un petit exemple, c'est l'Afghanistan. Et pourquoi l'Afghanistan? Parce qu'à Péronne, il y a un CAO, Centre d'accueil et d'orientation, et cette année-là, finalement, il y avait des Afghans en majorité, qu'on a fait venir d'ailleurs dans l'établissement, et ça a donné lieu à une conférence menée entre les Afghans et finalement les élèves, qui s'inscrivaient aussi volontairement ou non. D'ailleurs, on avait à peu près une vingtaine d'élèves qui sont inscrits, et là pour la découverte culturelle, c'était quand même assez extraordinaire. Et ce qui est aussi une chose intéressante pour nous, l'établissement, c'est que l'année qui a suivi, on a réussi à ce que les Afghans puissent venir une fois par semaine dans l'établissement finalement, avec cette possibilité de rencontrer aussi les élèves, et eux, on leur donnait accès aux ordinateurs, etc. Donc en fait, comme forme d'approche culturelle, c'était vraiment assez exceptionnel. Voilà. Donc cette rencontre avec les Afghans. Vous voyez aussi qu'il y a un concert. Je reviens à ce côté un peu ludique. Le concert est animé par aussi des élèves, et aussi par des profs, des choses comme ça, mais toutes les semaines en général se terminent par un concert, avec ce côté fédérateur et le côté, donc on allie des ateliers, je vous l'ai dit, plutôt ludiques, et d'autres qui sont évidemment liés à cette prise de conscience des actes racistes et antisémites. Voilà. Et là, je vous montre peut-être une dernière chose, c'est qu'on a voulu aussi associer les parents. Alors pour le coup, ça n'a pas été forcément une grande réussite, mais on prolonge la journée en mettant en place finalement des temps. Alors vous voyez, c'est peut-être l'heure qui n'a pas convenu. On s'est demandé à quelle heure on pouvait peut-être demander aux parents de venir assister, puisque vous voyez, l'intervenante de France Terre d'Asile était là la journée, donc le jeudi, on lui a demandé de rester, et elle était censée intervenir aussi sur les problèmes justement liés à l'immigration, aux migrations de façon plus générale, mais je crois réellement qu'il y a eu 2 ou 3 parents qui sont venus, ce qui est très très peu. Bon, il faut que ça s'inscrive aussi le temps, et même la première conférence qui était liée au harcèlement, on a eu très très peu de parents qui se sont quand même aussi déplacés. Il y a encore le problème de l'heure, est-ce que c'est possible ou pas, le problème aussi de l'information, autant l'établissement, l'information maintenant est complètement acquise, autant à l'extérieur c'est beaucoup moins évident. Voilà. Alors ça, je voulais aussi vous montrer ce qui existe aussi, c'est que, et là aussi c'est assez facile à faire venir, ce qu'on appelle fil rouge, c'est-à-dire que pendant cette semaine, il y a tout un ensemble d'expositions qui sont mises en place dans l'établissement au CDI, alors qu'on peut avoir ces expositions justement qui circulent, itinérantes, donc celle justement de la PJJ, entre autres. Donc vous voyez aussi celles qui sont là. Certaines sont réalisées par les élèves eux-mêmes, certaines finalement on les fait venir, et les expositions, comme je crois vous le savez, finalement ne coûtent pas, si ce n'est des fois peut-être le prix du transport, et encore je ne suis même pas convaincu. Et donc finalement c'est toujours aussi l'occasion de montrer aussi aux élèves par d'autres biais. On multiplie finalement les portes d'entrée, on multiplie les biais pour qu'ils puissent justement être sensibilisés à ces problèmes d'actes évidemment liés au racisme ou à l'antisémitisme. Voilà. Et pas uniquement. Ça, je vous ai mis simplement 2 photos parce que, bon là c'est la première. Ça c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que parmi les ateliers qu'on a mis en place, il y avait un atelier de danse. Comment finalement traduire la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à travers la danse. Et ça marche aussi très très bien. Donc la photo que vous voyez, c'est dans ce qu'on appelle le forum du lycée. C'est pendant la récréation finalement, donc c'est comme si on investissait le lieu qui n'est pas un lieu normalement de représentation, évidemment de spectacle, et tout s'arrête finalement. Et ce sont les élèves qui préparent, donc il y a une chorégraphie qui est préparée plusieurs semaines à l'avance, c'est la mobilisation aussi des enseignants et des élèves, et qui proposent finalement après leur réponse justement à cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme ou à d'autres formes de préjugés à travers une prestation, alors soit les théâtrales, ici en l'occurrence c'est la danse, et donc cette activité danse a été encadrée par une professeure d'EPS qui appartient au groupe laïcité, a posteriori d'ailleurs, c'est lié aussi aux opérations qu'elle menait justement dans le cadre de cette semaine, et voilà, ça marche aussi très bien. Et là une autre photo, j'en ai mis que 2, ici ce sont les élèves justement qui vont voir les expositions qui sont aussi dans cette même semaine. Alors, je ne vais pas insister parce que je vous l'ai dit, mais la place de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, juste vous dire simplement qu'on ne l'oublie pas, même si, vous l'avez bien compris, c'est plus une semaine aussi à dimension un peu culturelle et qui finalement est une semaine de la réflexion comment on peut évidemment vivre avec ce que nous sommes dans la lutte justement, enfin dans la volonté de vivre ensemble. Mais évidemment, ça passe par des conférences. Donc là, je vous en montre aussi, ça passe justement, là, cette année-là en tout cas, ça fait 2 ans, la rencontre avec les Afghans. En tout cas, on travaille avec le CAO chaque année et maintenant, ce n'est pas forcément les Afghans, mais ce sont
des personnes qui sont en attente ou non d'avoir un titre de séjour, qui se trouvent à Péronne et qui acceptent de venir. Donc il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des spectacles qui permettent justement de traiter de cet aspect sans que ce soit finalement uniquement en vertical. L'idée à chaque fois, c'est évidemment le fait que ce soit interactif, d'associer les élèves et que la réflexion vienne plutôt a posteriori d'ailleurs, enfin pas uniquement, mais finalement c'est dans une pratique d'élèves et voir ce qu'on peut en tirer après comme bénéfice et ce qu'ils peuvent aussi en tirer comme bénéfice. Donc là, c'était finalement des types de conférences, migrants, migration à travers le temps et l'espace. La radicalisation, alors qui était traitée à la fois par un enseignant, mais qui était traitée aussi par la PJJ, qui peut intervenir justement sur le thème de la radicalisation. Enfin là aussi, j'en fais encore la promo, mais c'est pas parce que vous êtes là, c'est parce que vraiment, je crois que c'est extrêmement important de travailler avec la PJJ, enfin pour nous en tout cas. Et puis, bon, là, c'était une autre conférence au nom de Dieu, finalement, qui était ici. Bon, je passe, c'était finalement les thèmes qui étaient abordés pour cette conférence. Quand je dis conférence, c'est plutôt un ton vertical, c'est-à-dire que c'est un enseignant qui intervient et qui finalement aborde un point avec des élèves qui sont aussi volontaires. Alors, je termine, je ne sais pas si j'étais long ou pas d'ailleurs dans cette présentation, en tout cas je termine juste pour vous dire ce que vous savez déjà de toute façon. À partir du moment où on aborde ce type d'expérience, c'est très très difficile à mesurer évidemment l'impact que ça peut avoir sur les élèves. Vous dire s'il y a moins d'actes d'incivilité depuis 9 ans, depuis que ça se met en place, nous on le pense. Maintenant, s'il n'y avait pas cette semaine, est-ce qu'il y en aurait plus? Évidemment, on ne peut pas avoir ce type d'éléments. Peut-être qu'on manque quand même, et ça c'est important pour toute action, puisque cette équipe qui est coordonnée quand même par l'équipe de direction, on n'a peut-être pas suffisamment non plus c'est possible, d'indicateurs précis pour mesurer évidemment ce que ça peut porter. Je vous l'ai dit, on essaie surtout de faire en sorte que ça ne se limite pas à une semaine, mais que ça soit prolongé, que ça soit d'ailleurs anticipé. Il y a toutes les actions qui sont menées en amont, mais toutes celles qui vont suivre aussi en aval. C'est très difficile de mesurer l'impact sur les élèves. Moi, je vous dis en tout cas pour les parents, là, les 2 années, on s'est un peu cassé les dents puisque très peu sont venus participer à cette semaine. Mais vous comme moi, vous savez que c'est difficile quand même de mobiliser aussi les parents dans ce cadre-là. Le financement, c'est vrai que c'est un problème puisque, en tout cas pour le lycée, trouver de l'argent avec la région, c'est extrêmement difficile. Donc c'est aussi un problème. Alors moi j'ai vu, je suis allé d'ailleurs pour intervenir aujourd'hui sur Eduscol également. Je vous montrerai ce que j'ai glané aussi parce qu'il y a des dispositifs qu'on connaît assez peu d'ailleurs, mais qui permettent aussi de frapper aux portes. Donc ça existe. Je vais vous montrer 3 exemples finalement. Et puis, ça vous le savez aussi certainement, c'est-à-dire que j'ai beau vous dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps et que les élèves sont en attente d'une telle semaine, c'est quand même difficile de mobiliser toute la communauté éducative. Je veux dire, il y a toujours des réticences, bon, ça aussi c'est un constat, mais que je dresse aussi, et qu'on ne fait jamais l'unanimité par rapport à ce qu'on appelle des heures perdues ou des perturbations finalement. Et là, évidemment, les semaines étant de plus en plus serrées, les programmes étant de plus en plus aussi denses, c'est vrai que c'est difficile de se dire. C'est pour ça que je crois qu'il faut l'inscrire dans un calendrier annuel, poser cette semaine avant tout, et que le jour d'après-rentrée, finalement, les enseignants découvrent qu'en décembre, au printemps, il y aura une semaine consacrée finalement à cette lutte. En tout cas, c'est ce qui se passe à Péronne. Après, on peut en discuter, ça peut être remanié à la marge, mais au moins, c'est un acte, c'est acté en tout cas, qu'il y a cette action menée dans l'établissement. Donc là, simplement, je ne me souviens plus trop, mais ça, de toute façon, ce sont des copier-coller des fiches Eduscol. Je vous laisse peut-être découvrir rapidement. Ça c'est encore possible, mais je crois d'ailleurs que ce dispositif, il fallait le faire avant fin janvier, il me semble. Donc là, où c'est marqué au 31 janvier 2020. Bon, ceci étant, ça doit apparaître tous les ans. Et en tout cas, encore une fois, c'était justement action éducative sur Eduscol, et on trouve un peu les façons dont on peut trouver aussi des modes de financement. De même, il y a, ça je ne connaissais pas, la trousse à projet, vous connaissez peut-être d'ailleurs, la trousse à projet, qui permet aussi alors là, c'est plutôt évidemment comment on peut collecter des fonds, c'est-à-dire comment on aide l'établissement à essayer d'être, là c'est une sorte de mécénat finalement, comment on peut trouver des mécènes qui peuvent finalement après financer ce genre de choses. Et puis, parce que ça relève, je vais dû bosser un petit peu, d'une circulaire interministérielle 2017, on peut aussi frapper à la porte des fois dans le cas de contrat de ville. Là, je l'ai pris parce que c'est le cas d'Amiens, en tout cas, dans la mesure où finalement, après, là, je ne suis plus dans les actions éducatives et culturelles. Évidemment, soit sous forme de secrétariat ou de ministère, la ville est partie prenante aussi maintenant avec l'éducation nationale et la culture, de dispositifs qui sont là aussi pour mettre en place des actions éducatives et culturelles. Les contrats de ville sont aussi une porte, enfin en tout cas une municipalité comme celle d'Amiens, ou la communauté de communes, c'est pas une communauté de communes, la communauté urbaine d'Amiens, peut justement, ou d'agglomération, je vais finir par y arriver, d'agglomération, peut évidemment aussi éventuellement apporter un financement possible pour mener vos actions. Voilà. J'en reste là, et puis évidemment, sur le point précis d'association, si vous voulez d'autres renseignements, je peux vous les donner ou je vous les ferai parvenir. Merci bien. Madame Bella, très rapidement. il faut appuyer.
Alors, je tiens à saluer ce travail. Je suis épatée par cette semaine complète qui répond. Alors, on parlait de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Oui, c'est au mois de décembre, bien, pas bien. Moi, je dirais que c'est excellent parce que le titre que vous avez donné, c'est Vivre ensemble. À cette semaine, d'accord. Vivre ensemble, ça correspond aux valeurs de la République et de la laïcité. Et le 9 décembre, c'est la journée de la laïcité. Donc ça a du sens et ça répond parfaitement à cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais en englobant finalement les valeurs de la République et de la laïcité. Et je voudrais dire autre chose. Donc la PJ est fortement mobilisée sur ces questions de lutte contre la radicalisation à travers la promotion de la laïcité et de la citoyenneté, puisqu'on a une mission de veille nationale et d'information qui existe, auquel 70 référents laïcité sont rapprochés. Il y en a donc dans les territoires et dans les interrégions, et nous avons également des fonds qu'on appelle des fonds plates, qui sont intégrés dans les plans de lutte contre le terrorisme, avec des sommes relativement conséquentes, mais qui doivent vraiment cibler des actions de prévention, notamment pour les plates 1. Nos publics sont vos publics, puisqu'ils émanent, ils sont mineurs, il y a une obligation de scolarité. Moi, je vous invite à vous rapprocher des structures de la protection judiciaire de la jeunesse pour ensemble monter des projets et pourquoi pas faire financer ce genre d'action où nos publics, nos mineurs pris en charge dans nos structures de milieu ouvert, du AJ ou de placement pourraient en bénéficier s'ils sont scolarisés dans vos établissements. Voilà, donc je pense que vous devez avoir comme correspondant M. Héniaud, voilà, puisqu'il est pour la somme N. N'hésitez pas à prendre la tâche de la direction territoriale, de M. Héniaud, et de penser ensemble des projets dans le cadre de la prévention et de la promotion de la citoyenneté et de la laïcité. Merci. Des questions après, une fois qu'Emmanuel sera intervenu, juste quand même, ce qui se trouve, j'étais invité plusieurs années à cette semaine. Alors, on voulait vous la montrer parce qu'elle est dense, mais elle est le résultat d'un travail collectif. Juste précision, à partir de l'année prochaine, on va inscrire dans le plan de formation une formation d'initiative locale qui aura pour but de vous aider à monter ce genre de semaine. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un vrai travail de réflexion au sein de l'établissement qui intègre l'ensemble de la communauté éducative et Bertrand a souligné le rôle notamment du cuisinier parce que je crois que si les élèves voient l'ensemble de la communauté travailler sur ces sujets-là, ça a un sens pour eux. Donc l'objet de cette formation dans les établissements, c'est d'accompagner les équipes. Voilà, donc vous pourriez vous en saisir parce que les personnes qui interviendront ont maintenant cette expertise et ils pourraient vous accompagner. Donc j'ai demandé à Emmanuel Vézia de compléter ce qui a été dit par Bertrand, notamment autour de la question des journées mémorielles et puis un petit peu de replacer aussi dans le pédagogique effectivement ces journées et ces actions parce qu'elles sont évidemment essentielles. Le cœur de notre travail, c'est quand même effectivement la pédagogie. Donc Emmanuel, je te laisse la parole. Bien, merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, mon propos sera plus généraliste que celui de Bertrand, puisqu'il s'agira de partir de cette étude de cas pour avoir une approche plus large. 4 remarques préliminaires. Donc la première qui va être de rappeler que combattre le racisme et l'antisémitisme à travers des projets pédagogiques, eh bien, c'est d'abord mener un projet qui est construit dans un environnement, dans le temps, sur plusieurs années, dans le cadre par exemple du parcours citoyen, et donc bien au-delà de l'événement ponctuel qui pourrait répondre à certaines sollicitations. Deuxième remarque, c'est le parallèle possible. Effectivement, Jérôme, tu l'as évoqué à travers l'approche mémorielle. Le parallèle possible avec ce qui a été mené pendant quasiment 7 ans dans l'Académie d'Amiens à propos du centenaire, où on a eu cette logique de projet pédagogique et finalement on va retrouver un certain nombre de parallèles, de principes d'action. Troisième remarque, c'est volontairement une approche qui ne sera pas une approche disciplinaire, puisque Eric l'a évoqué tout à l'heure, le Vademecum est extrêmement bien fait, et donc il y a des approches sur les programmes qui sont tout à fait solides, donc je ne reviendrai pas dessus. Et donc il s'agira bien, ce sera ma 4e remarque préliminaire, il s'agira donc d'abord de traiter la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme à travers des projets qui sont des projets décloisonnés, par-delà nos impératifs disciplinaires, voire par-delà des approches annualisées ou complexes. Alors, en premier lieu, donc, au moins 5 entités, 5 dispositifs au sein de l'établissement
au sein de l'école qui permettent d'articuler ces questions de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'objectif donc étant de donner à ces actions une vraie cohérence par rapport à ce qui se fait déjà dans les établissements au sens large. Donc vous me pardonnerez, je ne ferai pas de différence entre les statuts des écoles et des EPLE. En premier lieu, donc intégrer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans le cadre des règlements intérieurs qui existent, puisqu'il y a une circulaire de 2011 qui rappelle que le refus de tout propos, de tout comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe est déjà un impératif dans ces règlements intérieurs. C'est à articuler également avec la charte de la laïcité, notamment dans son article 9, qui rappelle que la laïcité implique le rejet de toutes les violences, de toutes les discriminations. C'est aussi une articulation donc, avec les projets d'école, avec les projets d'établissement, à l'appui donc, de cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça permet de donner par conséquent une assise normative à cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et l'adoption donc, de cet objectif dans le projet d'école, dans le projet d'établissement ou de vie scolaire va être par conséquent recommandé, même s'il sera parfois englobé dans des aspects plus vastes, plus généralistes, comme la lutte contre les violences, contre les discriminations au sens large. Et donc, il sera recommandé d'élaborer des projets d'établissement qui vont s'articuler, encore une fois, clairement avec le socle commun de connaissances et de compétences, avec des actions éducatives et toujours, encore une fois, dans le cadre de ce parcours citoyen des élèves. On pourra aussi, puisqu'on agit toujours dans cet environnement, donc s'appuyer sur un certain nombre de diagnostics, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure par Eric. Deux outils, là en particulier, les enquêtes locales de climat scolaire et puis l'application fait établissement, qui vont permettre donc de signaler les violences, de signaler les actes racistes et antisémites en milieu scolaire, d'identifier les formes que prennent ces violences, de favoriser à partir de là une réflexion collective avec la mise en place, le cas échéant, d'actions d'accompagnement, d'actions de prévention, et puis également donc, de conserver cette mémoire des faits puisque les données sont conservées pendant 5 ans, ce qui permet, outre une traçabilité, eh bien, d'avoir un traitement statistique et de mesurer tous les enjeux que ces questions peuvent incarner. Quatrième entité à articuler, ce sont les différentes instances au sein des établissements pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Le conseil pédagogique, notamment, donc toujours cette articulation socle commun et puis programme scolaire. La coordination pédagogique sera vraiment au cœur de cette réflexion puisque la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est d'abord une entrée transversale qui va favoriser les dispositifs interdisciplinaires. Alors, les EPI qui peuvent y prendre leur place, le grand oral en terminale, le parcours citoyen et la cohérence qu'il convient de lui associer. L'objectif étant que les élèves travaillent de manière régulière sur ces questions, de manière cohérente au fil des années, sans redondance, et en ne se limitant pas donc à une seule année. Mais on est bien sur quelque chose de continu. C'est aussi un outil, un levier pour l'innovation pédagogique, pour l'expérimentation pédagogique. Le projet qu'évoquait Bertrand tout à l'heure, c'est une autre manière d'enseigner, mais les objectifs rejoignent ce que l'on peut avoir par ailleurs. Et puis, donc tout cela va permettre de préparer le volet pédagogique du projet d'établissement. Autre entité à articuler avec tout cela, les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, donc qui sont des instances de réflexion, d'observation, de proposition, qui va mettre en œuvre un certain nombre d'aspects du projet d'établissement dans le cadre de ces domaines de compétences, donc pour organiser des actions, mais là encore parce qu'elles s'inscrivent dans un continuum, et pas parce que, pardonnez-moi l'expression, parce qu'elles arrivent comme un cheveu sur la soupe, parce que tel jour il faut faire telle chose, mais bien parce qu'il y a cette continuité, qui peut être articulée, là encore une fois, c'est un terme qui revient très fréquemment dans le Vademecum, avec les instances à l'échelle départementale, à l'échelle académique également, des liens aussi avec les conseils de la vie collégienne et de la vie lycéenne, qui sont aussi des forces de proposition, qui sont aussi des instances où les élèves ou les élus vont échanger sur ces questions-là pour proposer
le cas échéant, un certain nombre d'actions, à l'image de ce que Bertrand concrètement a pu aborder tout à l'heure. Et puis, l'autre entité qui a toute sa place dans les établissements, bien entendu, ce sont les parents, les familles. Alors certes, au moment des procédures de traitement d'incidents, bien entendu, mais également sur du long terme, par exemple à l'occasion de réunions de parents d'élèves où on pourra présenter le projet d'établissement en s'appuyant, le cas échéant, là encore, sur les élus et sur les délégués. Donc un environnement à l'échelle des EPLE, à l'échelle des établissements, avec donc également un certain nombre de partenaires au-delà des établissements, des partenaires institutionnels, on les a abordés, que ce soit donc dans votre propos, Madame, Éric, tu l'as dit aussi, et puis Bertrand également, donc la DILCRA, qui va avoir pour objectif de donner une nouvelle impulsion à l'action publique en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, les comités opérationnels également de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc là sous l'égide des préfets qui veillent à l'application des instructions, qui peuvent organiser des actions de prévention au-delà des établissements, mais aussi à l'intérieur des établissements, qui proposent des plans d'action, qui proposent également des bilans réguliers et des membres, donc je le rappelle, qui peuvent intervenir dans les conseils de vie scolaire ou, encore une fois, proposer des actions de formation et de prévention. Le défenseur des droits également, qui est un autre acteur institutionnel, donc une autorité administrative indépendante, qui dans ses champs de compétences a la lutte contre toute forme de discrimination. Ensuite, des partenariats avec des associations qui sont agréées au niveau de l'éducation nationale. Donc le Vademecum en fait effectivement la liste. Un point de vigilance particulier parce que ce sont des associations qui sont militantes et c'est bien, quoi qu'il en soit, l'enseignant, l'équipe éducative au sens large qui reste le maître d'œuvre du projet. Alors ces associations, donc, elles sont référencées, elles sont agréées. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, là aussi vous l'avez évoqué Madame, le MRAP, SOS Racisme, Coexiste, etc. Ce peut être aussi le travail avec des institutions mémorielles qui mènent des activités de recherche scientifique, des actions pédagogiques, des actions de formation, dans le domaine par exemple du génocide ou des génocides plus exactement et de la déportation. Le mémorial de la Shoah, effectivement, donc ça a été abordé ce matin et puis tu l'as rappelé aussi Jérôme. L'Académie d'Amiens donc, travaille en ce moment sur un projet de convention qui est en voie de finalisation donc, entre le mémorial et le rectorat, la maison des enfants d'Isieux également, le site mémorial du Camp des Milles. Des partenaires aussi qui travaillent plus sur le domaine des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions. Donc le mémorial de Nantes, par exemple, les questions de l'immigration à travers le Musée national de l'histoire de l'immigration, et puis des établissements culturels, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, le musée de l'homme également, et puis une base de données qui est extrêmement intéressante, donc EduTech, qui sera une sorte de moteur de recherche qui nous permet d'accéder à différentes ressources, toutes exploitables avec nos élèves. Troisième point, ensuite, donc tout cela permet d'aboutir à des réalisations par et pour les élèves. Donc ces projets pédagogiques sont des pratiques singulières, des pratiques innovantes, qui associent le plus souvent, et c'en est tout l'intérêt, plusieurs disciplines. Donc un projet construit sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Là encore, je reviens sur ce parcours citoyen. Une nécessaire coordination plus que jamais donc, entre l'école et le collège d'une part, entre le collège et le lycée. Donc il y a cette approche que l'on va retrouver dans les programmes disciplinaires, mais toute l'importance de ces parcours également entre les différents niveaux, entre les différents cycles. Et donc tout cela peut aboutir à des présentations lors de journées, lors de semaines dédiées à différents thèmes, ce qui pourra permettre de ressouder, le cas échéant, un groupe autour d'un projet commun, mais ça peut aussi être un moment de formation privilégié, un moment de réflexion pour les enseignants. Donc des actions éducatives qui sont inscrites dans les programmes de MC. Le cycle 3, c'est la construction d'une culture civique. Le cycle 4, ça va être donc acquérir et partager, on pourrait même dire faire partager les valeurs de la République.
On aura également donc les semaines et les journées d'action qui sont bien au-delà d'un événement ponctuel. Il va s'agir là de construire sur le temps long une réflexion, une action de l'ensemble de l'établissement contre le racisme, contre l'antisémitisme. Donc la semaine effectivement d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme autour du 21 mars chaque année, donc pour sensibiliser les élèves des collèges, des écoles et des lycées donc sur ces problématiques, en partenariat avec la DILCRA, avec le soutien également des préfectures, et ça rejoint les financements que tu évoquais, Bertrand, tout à l'heure. Un certain nombre également d'événements mémoriels pour contribuer à construire une culture civique et à développer cette culture, cette connaissance de l'altérité, de l'autre. Donc le 27 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, donc en mémoire de la date anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Le 10 mai, qui va être la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc par rapport au 10 mai 2001, qui est le vote de ce que l'on a appelé la loi Taubira, donc qui fait que la France reconnaît les traites comme un crime contre l'humanité. Et puis un certain nombre également de concours pour lutter contre ce racisme et cet antisémitisme. Le concours national de la résistance et de la déportation, certes pour les enseignants d'histoire-géographie, mais pas exclusivement, puisque toutes les disciplines peuvent y avoir leur part, les lettres, les enseignants documentalistes, etc. Donc il s'agit bien de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire, l'histoire, la résistance et de la déportation. La flamme de l'égalité dans le domaine des traites et également des abolitions de l'esclavage. Le prix Ilan Halimi, donc là on est plus dans le registre de l'antisémitisme et soutenu très largement par la DILCRA. Le concours également national Nous Autres, le prix Éthique Action, le prix Non au harcèlement, etc. Donc vous avez un grand nombre d'actions qui s'inscrivent dans ce registre-là. Et donc je terminerai par un certain nombre de principes d'action par rapport à toutes ces questions, par rapport à ces différents projets. Premier principe, c'est bien d'agir dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, la transmission des valeurs de la République, qui est le principe fondateur, en se conformant bien évidemment au texte officiel, les programmes, le socle commun que l'on a abordé. Je crois que ce qui est important également, c'est que c'est bien l'enseignant, ou en tout cas l'équipe éducative, qui reste le maître d'œuvre de son projet, avec ses objectifs, avec ses élèves, avec son environnement. Et donc ce n'est pas une association, ce n'est pas un partenaire quel qu'il soit qui prend la main sur ces objectifs, mais c'est bien le résultat d'un échange, d'une concertation pour aboutir à ce résultat éducatif. La continuité des apprentissages également, intercycle, interdegré, au-delà de l'action ponctuelle, je l'ai longuement rappelé, dans le cadre du parcours citoyen. Une approche également interdisciplinaire, avec une mise en œuvre autant que possible du numérique pour prendre en compte les différentes priorités qui existent. Une cohérence également entre les enseignements et les projets, c'est-à-dire qu'il y a une préparation en amont et une exploitation en aval. Des élèves donc, qui, par essence, travaillent, réfléchissent, produisent et ne sont pas là uniquement pour faire de la figuration lors d'une cérémonie X ou Y, mais bien parce qu'il y a derrière un enjeu pédagogique. Et puis aussi, même si ce n'est pas toujours dans les cultures du monde enseignant ou des établissements, c'est aussi une source de rayonnement pour vos élèves, et puis pour vos établissements, et quelque part aussi, bien entendu, pour l'institution. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors Emmanuel est le grand spécialiste pour vous trouver le concours, le projet, le mode de financement, donc il faut s'adresser à lui. J'ajouterais dans ce qui a été dit le fait que ces projets-là de semaine peuvent s'inscrire, parce qu'évidemment il y a des expérimentations en classe dans le cadre de projets CARDI. Donc c'est aussi des choses que l'on peut effectivement utiliser et mobiliser, et qui a la matière effectivement à expérimenter des choses nouvelles par rapport, et je demandais d'ailleurs aux deux prochains intervenants de s'approcher, comme ça on gagnera un petit peu de temps, Mélanie Vell et Frédéric Massime. Je voulais juste revenir par rapport à ce qui a été dit, notamment à EduTech. Alors j'en profite parce que chaque fois qu'on fait une formation en histoire-géographie, on reparle d'EduTech. Je vous rappelle qu'EduTech est un site qui a été qui est financé par l'Éducation nationale, qui regroupe tout un tas de sites internet qui sont d'habitude payants
auquel vous pouvez adhérer gratuitement par le site EduTech. Voilà, donc il suffit de vous connecter avec votre adresse mail académique. C'est malheureusement trop peu utilisé, il y a beaucoup effectivement de ressources. Voilà effectivement ce que je voulais dire. Merci à toi Emmanuel. Évidemment, c'est important là, que les élèves soient acteurs et pas effectivement simplement, soit là pour, on va dire, faire nombre. J'ai été un jour invité à une cérémonie à propos de la lutte contre l'esclavage, commémorant pour le 10 mai, et c'était une chef d'établissement qui avait trouvé ça très bien pour ses élèves, donc c'était effectivement intéressant, sauf que elle avait invité quelqu'un d'un musée qui est venu présenter une œuvre, et en fait la cérémonie c'était simplement la présentation pendant 25 minutes d'une œuvre certainement très intéressante, mais finalement les élèves ont été là et ont juste écouté, et ça a été évidemment finalement contre-productif. Donc la place des élèves elle est évidemment fondamentale. Donc on va commencer par les sciences. On va rentrer maintenant dans le pédagogique. Frédéric, il faut peut-être venir ici. Alors on va commencer par Mélanie. C'est parfait. Alors, hop. Donc, vas-y si tu veux le mettre. Voilà. Après, sinon, vous êtes revenu en deuxième. Non, ici, là-bas. Ouais, mais après, Frédéric.